Elle a dit venir de Verlaine, en Belgique, un petit village qui existe vraiment. On va donc se rendre sur place pour tenter de retrouver une trace de Jennifer. Parce qu'elle a forcément choisi cette petite ville pour une bonne raison. Il y a beaucoup de passages à Verlaine? Pas du tout. Lars m'a demandé si je pouvais l'aider à faire quelques recherches, interroger des gens en Belgique pour savoir s'ils avaient entendu parler de cette affaire, s'ils savaient quelque chose. Je me suis dit, ça va être facile. Je vais aller à Verlaine, montrer sa photo aux gens, et si elle vient vraiment d'ici, on me dira, oui, je la connais, et ils me parleront d'elle. Quand vous étiez bourgmestre en 95, dans les années, vous connaissez beaucoup de gens de ce village. Je suis né en 1956 et je suis né à Verlaine. Je suis toujours dans mon quartier. C'est parce que j'ai bâti une maison à côté de celle de mes parents, mais je suis toujours dans mon quartier. Donc depuis toujours, je connais. Et c'est comme ça qu'on devient bourgmestre. On connaît un peu les gens et voilà. Bon, finalement, on aime la population et on aime rendre service aux gens et voilà. Mais on connaît, en général, on connaît les gens. Je peux vous montrer quelque chose? Est-ce que ça, c'est une dame que vous avez rencontrée ici à Verlaine dans les années 90? Ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Ça ne lui dit rien. Non. Mais ce type de femme-là... Personne n'a jamais vu cette femme. C'est une parfaite étrangère pour ces gens. Jennifer a prétendu vivre dans la rue de la Station au 148. Numéro 96, 98... Oui, 98. Et la rue s'arrête au numéro 100. Oui. La Maison Blanche est donc la dernière, 98. Après 98, il n'y a plus rien. Après, c'est une autre rue, oui. Ouais. On peut donc en conclure qu'elle ne vient pas de Verlaine. Sinon, on aurait rencontré quelqu'un qui la connaissait. C'est un tout petit village et il était encore plus petit dans les années 90. Il y a forcément un lien, mais je ne sais toujours pas lequel. Je suis convaincu que Jennifer ne vient pas d'ici, mais elle savait forcément quelque chose de cet endroit. La rue existe. Le numéro de téléphone qu'elle a donné est au format de cette région. Elle a forcément un lien avec cet endroit, même si elle n'y vivait pas. Elle a très bien réussi à dissimuler son identité. Et on se retrouve à nouveau dans l'impasse. Aucune trace, aucun parcours à remonter. J'ai l'impression de traquer un fantôme. C'est quand même très étrange que personne n'ait reconnu cette femme. Je l'ai dessinée. Cet article a été publié dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Elle avait forcément des amis d'école, des collègues, un amant, un petit ami. Quelqu'un doit bien la connaître. La théorie de la police est qu'elle devait être dépressive et avoir des pensées suicidaires. Elle avait pris une douche. Quand on l'a retrouvée morte, elle était habillée élégamment, tout en noir. Elle portait des chaussures à talons. Tout semble indiquer qu'elle s'apprêtait à passer la soirée dehors. De plus, l'arme était un pistolet Browning 9 mm semi-automatique. C'est une arme assez puissante. Plus étrange encore, dans sa valise, elle transportait 25 cartouches.
Un détail étonnant de plus dans une affaire qui n'en manque décidément pas. Cette valise qui contenait uniquement des cartouches, c'est étrange. On n'a pas besoin d'autant de cartouches pour se suicider. Une seule suffit. Elle n'était pas très grande. C'était une petite femme, oui. Elle avait de petites mains et quand on l'a retrouvée, elle avait toujours le pistolet dans la main. Et elle le tenait d'une manière assez spéciale. Pas la manière habituelle. Elle le tenait à l'envers avec le pouce sur la détente et les autres doigts de l'autre côté de la crosse. Comment a-t-elle pu tenir une arme aussi puissante dans une position aussi étrange? Ce 9 mm est une arme difficile, avec beaucoup de recul. C'est une arme comme celle-ci qui a été utilisée dans cette affaire. Elle est lourde, puissante. C'est plus une arme d'assaut qu'une arme d'autodéfense. Elle a appuyé sur la détente avec son pouce. C'est une très mauvaise prise pour tenir cette arme. Utilisée comme ça, elle vous sauterait des mains. Regardez le recul de cette arme. Quand on tire, le recul repousse l'arme vers l'arrière. Il me paraît très étrange que l'arme ne lui soit pas tombée de la main. Je pense qu'il devait y avoir une deuxième personne. C'est peut-être un suicide, sauf que le sang ne lui a pas éclaboussé la main. En général, une personne qui va se suicider a les mains qui tremblent. Et elle place aussi sa main gauche sur le canon, comme ça. Et on retrouve les typiques projections de sang et de suie, comme on le voit sur cette photo. Je n'ai jamais vu un cas dans lequel on ne retrouve pas de traces de sang lors d'un suicide comme ça, ou comme ça, dans la tête. Sur la scène de crime, on a retrouvé du sang au plafond et sur les murs, mais pas sur les mains. Et j'ai du mal à l'expliquer. Toute cette situation me semble très suspecte. On ne peut pas exclure l'hypothèse du meurtre. S'agit-il d'un meurtre? Mais pourquoi? Et comment? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a bien été tuée par cette arme. Pour relancer l'enquête, j'ai décidé de reconstituer cette scène de crime. Pour cela, j'ai fait appel à 2 experts en criminalistique très chevronnés. Blod på hendene, så klart at det veldig rart I seg selv, men det heller ikke noe blod på våpenet. Og våpenet vi jo egentlig ikke I tvil om har vært brukt da. Ja, nei, det det ingen tvil om. Nei, altså, det Kripos fastslått. Det ingen tvil om at det drapsvåpenet. Og så burde det jo være en god del blod på brystet, på klærne hennes da. Hvis det ikke har vært noe I veien der. Men sitter en person over eller en eller annen holder noe, altså holder med hender og sånn. Passifisert tar jeg armene dine ut, selv om I et virkelig tilfelle kanskje ville ha sittet med knærne opp på armene dine. Og så... Dette slikt som dere åstedsgranskere pleier å gjøre når dere etterforsker. Ja. Og så vil jeg kanskje presset hånden min ned over ansiktet hennes, kanskje litt bakover, slik at hodet kommer I den riktige stillingen I forhold til, og så skyte.
Men ville det ikke vært naturlig at hun kjempa imot? Det ikke var noe tydelig spor etter kamp. Men så var det dette, kunne hun vært bevisstløs fra tidligere? Altså, kunne hun vært bedøvet? Altså, at hun ikke har muligheter til å gjøre noe motstand? At det er en del av hele opplegget? Så vidt jeg vet så ble det jo ikke tatt noen prøver med tanke på Nei, jeg har den toksikologiske rapporten, og det eneste som ble sjekket for, det var alkohol. Så synes jeg det er lettere å forklare mange ting med at noen andre har gjort det enn at hun har gjort det selv. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette chambre, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais souvent quand j'écris un article. J'ai dessiné une frise chronologique. Et ça a été assez facile. La carte magnétique garde en mémoire toutes les entrées dans la chambre, mais pas les sorties. On connaît donc la date et l'heure de toutes les entrées dans la chambre. Jennifer est entrée dans sa chambre d'hôtel pour la première fois le mercredi soir à 22h44. Étant donné qu'elle n'est pas entrée beaucoup de fois, la police pense qu'elle a passé le plus clair de son temps dans sa chambre à préparer son suicide. Mais j'ai consulté les déclarations des témoins, des femmes de chambre, et j'y ai trouvé des informations très intéressantes. On sait que quand les deux femmes de ménage sont entrées dans la chambre un peu avant 13h, le jeudi, elle était vide. Ça veut dire qu'il n'y a eu personne dans la chambre avant le lendemain matin, quand la carte a été de nouveau utilisée. Ça fait un trou de 20 heures. Où était-elle? Peut-être qu'en fin de compte, elle connaissait quelqu'un à Oslo. Est-ce qu'elle a vu quelqu'un? Est-ce qu'elle a déambulé dans Oslo une journée et une nuit entière? Que faisait-elle à Oslo? Quelle était la raison de sa visite? Pourquoi avait-elle une arme? Est-ce qu'elle est venue pour faire passer de la drogue? Ou bien était-elle une prostituée de luxe? Est-ce que cette femme était un agent secret employé par les services de renseignement d'un pays étranger? Peut-être même un assassin? Le Plaza Hotel était le plus grand hôtel de luxe d'Oslo à cette époque. Il avait accueilli plusieurs rencontres politiques internationales de très haut rang, notamment des négociations secrètes entre les autorités israéliennes et palestiniennes. Ces rencontres avaient lieu dans le plus grand secret pour des raisons politiques. Et après les pourparlers de paix israélo-palestiniens, la Norvège a participé à beaucoup de négociations pour le maintien de la paix. J'étais à la tête d'une section des services de renseignement norvégiens. Je travaillais principalement dans des zones de guerre ou en crise, au Moyen-Orient, dans les Balkans, ainsi qu'en Afrique. Je n'étais pas James Bond, mais c'était un peu de l'espionnage.